Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre émission Santé sur Océan FM. Focus Santé, 1,62 milliard, c'est le nombre de personnes touchées par ce trouble qu'on évoque aujourd'hui sur Focus Santé. Il s'agit de l'anémie, ce phénomène, ce problème de santé qui touche une bonne partie de la population mondiale. Vous l'avez entendu tout à l'heure, les chiffres sont plus ou moins inquiétants, donc c'est très important d'en parler avec mon invité que je vais vous présenter dans quelques instants, bien sûr. Nous aborderons les causes, les manifestations et certains préjugés autour de l'anémie. Donc, notre sujet du jour, l'anémie, c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir, docteur François Arlansou. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en immunologie, hématologie et transfusion sanguine. C'est donc un plaisir de vous recevoir après, comment dirais-je, le rendez-vous manqué il y a quelques semaines. Toutes mes excuses aux auditeurs. Oui, surtout aux auditeurs, parce que c'est vraiment à eux qu'il faut présenter les excuses. On espère qu'ils nous ont pardonné avec parce que vous j'étais aussi. à un autre front qui était le front toujours de la lutte contre la pénurie du sang. D'accord, on va donc y aller. Je rappelle aussi aux auditeurs, vous le savez, vos préoccupations sont attendues au 65 00 24 24 via WhatsApp. Dès maintenant, tout de suite là, si vous avez des préoccupations, déjà vous pouvez nous envoyer vos préoccupations. On se fera le plaisir de vous répondre, donc à vos questions. À partir de 15h30, vous pouvez appeler au 21 33 84 19. C'est notre ligne directe, ou le 65 00 24 24 pour intervenir donc en direct sur cette émission à partir de 15h30 pour poser vos différentes questions. Et notre page Facebook également, Focus Santé sur Océan FM, c'est aussi une plateforme qui vous est dédiée. Au cours de cette émission, on reviendra sur certaines questions qui ont été posées sur cette page Facebook Focus Santé. C'est Ulysse Tchetema de l'autre côté de la baie vitrée et Semiat Yessoufou à la caméra. On va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet, bien sûr. Avant d'évoquer, docteur Arlansou, ces détails annoncés un peu plus haut, vous allez nous édifier sur l'anémie. Est-ce réellement un manque de sang, comme on l'entend dire souvent? Bon, prenons ça comme ça pour se faire comprendre par tout le monde, mais retenons essentiellement que les anémies, c'est une diminution du nombre de globules rouges. Je dois vous rappeler que dans le sang, il y a 3 éléments figurés. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Donc chacun joue son rôle. Et tout cela baigne dans un liquide jaune qu'on appelle plasma. Donc lorsqu'il y a diminution du nombre de globules rouges... C'est jaune ou transparent? C'est jaune? Quoi ça? Le plasma. Le plasma de liquide jaune transparence. Donc la couleur est due essentiellement aux lipides et protéines qui sont dedans. Mais c'est à peu de 75% constitué par l'eau. Et les éléments qui donnent la couleur du sang, la couleur rouge vive, c'est le globule rouge. Ce sont les plus importants. D'accord. Et c'est le manque, c'est le déficit. Le déficit du nombre de globules rouges et surtout de le volume que les globules rouges occupent dans la masse qu'on appelle le plasma. Est-ce que la différence entre les globules rouges et l'hémoglobine dont on parle souvent quand on parle d'anémie? Voilà, c'est 3 choses qui se complètent. Quand on dit globule rouge, c'est la cellule qui donne, le pigment qui donne la couleur rouge, c'est l'hémoglobine. Donc c'est à l'intérieur du globule rouge se trouve l'hémoglobine. Donc le nombre de ces globules rouges constitue dans la masse globale que le liquide sanguin constitue, et ça a un pourcentage qui permet de dire s'il y a diminution du nombre de globules rouges ou diminution du volume des globules rouges dans la masse globale du liquide sanguin, ou le taux, pour être précis, le taux de l'hémoglobine au niveau, ça peut dire que
il y a anémie, parce qu'il y a une diminution de ce taux de l'hémoglobine. Justement, quel est le taux normal? Vous savez, c'est différent, ça varie selon l'âge. Si on prend un adulte, un homme, quand vous avez un taux inférieur à 14 grammes par décilitre, on commence déjà par parler... Femme ou homme ou les deux sexes? De l'homme d'abord. Oui. Alors que chez la femme, quand c'est inférieur à 12, on commence par s'inquiéter parce que les femmes ont une cotisation à faire chaque mois. Une femme jeune qui est en âge de procurer. Oui, la menstruation. La menstruation tous les mois. Donc on accepte quand le taux est inférieur à 12, on commence par dire qu'il y a anémie. Mais quand chez l'homme c'est inférieur à 14 grammes par décilitre, on commence par parler d'anémie. Et chez les enfants, cela varie selon l'âge. Mais on est toujours là très pointu chez l'enfant noir, l'enfant européen. On fait attention et dès que le taux est inférieur, on commence par descendre en deçà de 11, de 12, on commence pas à s'inquiéter pour nos enfants. D'accord, donc ça c'est les indicateurs sur le plan scientifique. Ça, chez le médecin, c'est lui seul qui peut déterminer le taux normal, on ne peut pas le faire à la maison. Mais par contre, est-ce qu'on a la latitude de reconnaître quelqu'un qui a anémie à vue d'œil comme ça? Vous savez, ce que tout le monde sait tout de suite en matière d'anémie commence par dire que l'enfant est pâle. Alors qu'avant de se retrouver pâle, c'est que vous avez franchi plusieurs étapes infracliniques, que ceux qui ne sont pas du domaine ne puissent pas, ne pourront pas recommencer. Alors que déjà, si vous êtes déjà de plus en plus fatigué, il faut qu'on recherche la cause de la fatigue. Ça peut être début d'anémie. Si vous êtes déjà, vous avez de somnolence, vous avez de temps en temps, en faisant un peu d'effort, vous commencez pas à être vite fatigué que d'habitude, c'est-à-dire une difficulté à mieux respirer, à l'effort, on commence pas à soupçonner. Il n'y a pas un signe classique qu'on puisse coller à l'anémie. Même les simples vertiges qui peuvent avoir plusieurs causes, ça peut être de pas l'anémie qui est là. Les maux de tête, parfois les bourdonnements dans les oreilles, et parfois ça peut aller chez la femme jusqu'à ce qu'elle se retrouve pas ses règles. Elle pense qu'elle est enceinte alors que c'est faux. Donc l'anémie peut causer la disparition des règles. Bien sûr, parce que la nature a horreur de... J'en ai pas suffisamment, je dois encore en perdre normalement. Le peu qui reste, donc il y a compensation rapide, même baisse de libido, des troubles digestifs, ces malaises, voilà des petites choses que nous pouvons citer pour dire attention, contrôlez, voyez votre agent qui arrive à faire le contrôle à partir d'une formule classique qui a dit rechercher au niveau de votre, après prélèvement du sang, prélèvement sanguin, prélèvement veineux, il va chercher rapidement en faisant la numération formule sanguine qui est notre référence en matière de qualification et d'appréciation de l'anémie. D'accord, donc c'est pas seulement la pâleur de la personne. En arrivant déjà à la pâleur, ça veut dire que vous avez déjà franchi plusieurs étapes, c'est déjà à une étape où c'est visible, donc c'est déjà c'est assez sérieux, grave, oui. Déjà sérieux, jusqu'à ce que la pâleur soit accompagnée de décompensation, c'est-à-dire des troubles respiratoires, le cœur qui s'accélère et qui bat trop vite, et jusqu'à avoir des moments de perte de conscience et de fatigue extrême. L'anémie est déjà grave, décompensée. Ça a besoin forcément de la transfusion sanguine à ce moment-là pour compenser le déficit. La transfusion sanguine, on va y revenir en fin d'édition. C'est aussi un thème qu'on va évoquer dans cette émission. On a donc profité de cette question pour parler des symptômes qui peuvent nous mettre sur la piste d'une anémie. Maintenant, on va s'intéresser au type d'anémie. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'anémie? C'est vrai, il y a plusieurs types d'anémie. Je vais rester le plus simple possible pour que tout le monde puisse percevoir. Oui, je vais classer les anémies selon le mécanisme. Le mécanisme. Si vous avez perdu du sang, c'est-à-dire vous avez perdu pendant quelques heures du sang, il y a eu hémorragie, c'est-à-dire perte sanguine, vous pouvez connaître l'anémie. Voilà un mécanisme qui permet de dire vous êtes anémie après perte de sang pendant un certain nombre d'heures. Mais si vous avez un déficit en matière de production de globules rouges, c'est-à-dire le siège de production, la moelle osseuse, c'est là la base qu'on appelle l'érythropoïèse. Je ne peux pas j'évite d'utiliser les gros mots. Bon, en tout cas, c'est là que production des globules rouges, s'il y a déficit, il y a déficience en matière de production de globules rouges, ça peut être cause d'anémie. Donc ça c'est une malformation, c'est ça? Non, il y a plusieurs causes, exogènes comme endogènes. Ça peut être une malformation, ça peut être l'attaque, une maladie liée à la fabrication des globules rouges, ça peut être un envahissement exogène, une maladie, une infection, un cancer, quelque chose qui vient détruire, empêcher le système de la production correcte des globules rouges. Ça peut être simplement les globules sont bien produites et ça rentre en circulation et que c'est la destruction
excessive de ces globules rouges en circulation qui occasionnent... Elles peuvent être détruites par quoi? Une infection, par le paludisme qui est la référence, parce que le plasmodium est fondamentalement l'élément qui attaque, qui colonise les globules rouges et crée leur explosion. Donc des milliards de globules sont colonisés par le plasmodium, surtout falciparum, et occasionnent leur destruction. Chez nous, on dit hémolyse, c'est-à-dire destruction des globules rouges, et vous allez vous rendre compte que tous les globules rouges, des milliards, sont détruits, les urines sont foncées, colorées, les yeux peuvent commencer par devenir jaunes, et l'anémie s'installe, se décompense, il n'y a que le sang pour remplacer le sang en ce moment-là. Et pour cela, il faut louer tous ceux qui ont inventé ce système de compensation qu'est la transfusion sanguine. D'accord, donc à part la destruction des globules rouges, donc par ces trois mécanismes-là, on arrive à regrouper les centaines de causes, de types d'anémie que nous arrivons à classer et à sous-classer selon encore ces mécanismes connus. D'accord, donc on va se baser sur ces trois-là et embrayer en même temps, ça tient lieu de cause, c'est ça? Facilement, donc si on rentre facile dans les pètes sanguines, il y a des pètes sanguines, ça peut être la forme aiguë, c'est-à-dire tout de suite c'est urgent, c'est dramatique, ou une pète sanguine chronique, c'est progressivement perdu et on ne retrouve que les traces de sang dans les selles. Pourquoi c'est perdu? Parce que vous saignez lentement dans le ventre, et c'est éliminé. Okay. C'est une hémorragie interne. Un tel niveau et vous perdez, vous-même vous ne vous rendez pas compte, monsieur, des semaines, des mois, et c'est lorsque on prend vos selles, c'est-à-dire les déchets organiques que vous éliminez, les défécations et autres, on arrive à trouver les traces de sang, des fois les traces de sang digérées, et ça prend la forme noirâtre. C'est pourquoi chez nous on parle de méléna, alors que des fois on sort du sang pur, et là on cherche la cause, mais à force de les perdre régulièrement, ça vous crée une anémie. Voilà deux types de perte de sang ou la forme l'hémorragie après une blessure par une âme blanche ou un accident de la publique, vous perdez suffisamment de sang, progressivement s'installe l'anémie, ou vous perdez de façon chronique pendant des semaines un peu de sang. Donc avec ces deux types, on arrive à classer l'anémie que cela occasionne et ça permet de savoir quel type d'anémie vous souffrez. Mais c'est de découvrir et de classer que cette anémie est liée à des pertes sanguines. Voilà l'essentiel qu'on peut résumer. Oui, là, ça, c'est pour la première catégorie. Pour la première catégorie. Deuxième catégorie, la déficience de production, c'est-à-dire au niveau du centre de production, il y a des difficultés de produire suffisamment la moelle osseuse. Ça veut dire que finalement, ça aboutit à une diminution du nombre de globules rouges à cause des anomalies, avec des anomalies de taille, de forme. Premier élément, ça peut être déficit en fer. Le fer qui est un élément central en matière de sang. Et il peut y avoir un défaut, un trouble dans le recyclage aussi du fer. Et les manques de vitamines B12, l'acide folique, les folates et autres vitamines B6, B9. On reviendra sur ce qu'il faut donner au cœur pour avoir ce fer-là. Différents déficits occasionnent un déficit en matière de production de globules rouges et histoire aboutit progressivement à une anémie que dès que c'est bien diagnostiqué à ce niveau-là et les causes de ces déficits, on arrive à compenser et on arrive à traiter, à régler le problème d'anémie. Mais la grande cause, les hémolyses, la destruction excessive des globules rouges, ça c'est une catégorie où foisonne tellement de causes pour destruction de globules rouges. Il y en a dû aux anticorps. Les anticorps peuvent être nous-mêmes contre nous-mêmes, comme anticorps contre quelque chose qui vient de l'extérieur, qui rentre dans l'organisme, mais les infections. Beaucoup de centaines, voire de milliers d'infections sont cause de destruction de globules rouges. Et la référence en matière d'infestation, de destruction massive de globules, c'est le paludisme encore. Oui. Le paludisme est au rendez-vous. Il y a les traumatismes qui peuvent occasionner aussi l'hémolyse, mais surtout, fondamentalement, au niveau des membranes de globules rouges, il y a les attaques, leurs défauts. C'est-à-dire que les membranes de globules rouges ont un déficit dans leur constitution normale et finalement, les globules arrivés dans la circulation n'arrivent pas à trouver, n'arrivent pas à jouer le rôle qu'ils doivent jouer, leur fonction classique pour pouvoir évoluer facilement dans la circulation. Oui. Ils se font détruire, ils se font consommer par les... Donc cette fragilité des globules rouges, c'est aussi dans le fonctionnement, c'est aussi ça facilite leur destruction. C'est-à-dire que les globules sont facilement détruits en ce moment-là à cause de leur membrane qui n'arrive pas à avoir la souplesse et les qualités qu'il faut pour pouvoir passer les mailles. Oui, cette fragilité, elle peut être due à plusieurs causes également. Causes encore. C'est tellement connu. Là,
je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, mais Oui. je vous dis avec précision que ce défaut membranaire ou cette difficulté au niveau de la membrane de globules rouges est cause de destruction facile au niveau des globules. Ça peut être aussi dû à un simple, on appelle ça l'enzyme G6PD qui est tout juste un déficit métabolique et pas pour autrui avec des histoires. Mais ce qui est plus connu, c'est l'hémoglobinopathie, c'est-à-dire au niveau de l'hémoglobine, il y a un problème où l'acide glutamique est remplacé par la valine qui donne la fameuse maladie connue, la drépanocytose, Oui. qui est vraiment une maladie de l'hémoglobine. Et la forme de l'hémoglobine la plus connue, la plus dangereuse dans l'espèce noire, c'est la forme S, l'hémoglobine S, qui est 2 homozygotes SS, vous donne la drépanocytose, qui met la globule rouge dans une fragilité extrême, sa destruction répétée, facile, occasionne les anémies à répétition qu'il faut corriger parce qu'il faut arriver à accompagner, à éviter les hémolyses à répétition et la race noire qui malheureusement Elle a pu toucher, oui. largement touchée par cette maladie alors que les Arabes ont beaucoup plus d'autres formes de thalassémie. D'accord. On va profiter donc de cette thématique-là pour embrayer, sinon répondre à quelques questions sur notre page Facebook. Hein. Il y a un internaute qui demande, qui dit ceci: j'ai entendu parler de l'anémie ferriprive. Oui. De quoi s'agit-il? Privé de fer. Ça veut dire que l'anémie ferriprive, ça veut dire que le fer qui doit être entrer dans la constitution de globules rouges, l'organisme en est privé et finalement l'organisme ne trouve pas suffisamment là où le fer doit être pour pouvoir permettre la grande formation, la formation des globules rouges en quantité. Le fer est essentiel dans la constitution de globules rouges. D'accord, donc c'est comme son nom le dit, privé de fer. Privé de fer. Et est-ce qu'il y a des personnes à risque? Ça, c'est une deuxième question sur notre page Facebook. Oui, parce que je veux dire surtout les enfants qui sont attaqués par les vers intestinaux, oui. C'est des personnes qu'il faut rapidement déparasiter en éliminant les parasites qui consomment beaucoup de fer sur le trajet et qui empêchent. On arrive rapidement à corriger et en accompagnant un peu de fer qui permet d'aller pour aller jusqu'au niveau de la moelle pour permettre la constitution, la fabrication, la production des globules rouges en quantité et en volume et taille normale. D'accord, donc il faut déparasiter les enfants systématiquement. Autant que faire se peut. En tout cas, veille de rentrée, oui. Il est important, après cette pluie qui persiste, qu'on puisse éliminer les ascaris, les ossures et surtout l'ankylostome qui envahissent les intestins des enfants pour que les enfants, une fois complètement déparasités, puissent commencer la rentrée avec la quantité de réserve de fer et de constitution en volume et en qualité de globules rouges ou bien entamer leur rentrée scolaire. Hormis ces enfants-là qui sont dérangés par les vers intestinaux, oui. Il y a quel type de personnes nous, les adultes, à risque? Nous consommons beaucoup de choses, surtout à midi, parce qu'on n'a pas le temps d'aller à la maison. Ce que nous mangeons partout, nous sommes facilement envahis par les parasites et nous devons prendre l'habitude de nous déparasiter tous les 3 mois. Et ceci, prenons l'habitude de le faire régulièrement, ça nous permet d'éviter d'avoir ces parasites qui profitent de nos repas et qui s'en sortent aussi bien dans notre intestin. En les éliminant, en les écrasant, on permet à l'organisme de pouvoir récupérer, de profiter des nutriments que nous consommons régulièrement. Donc c'est une règle d'or. Et une fois par an, il est question que l'adulte dans son bilan classique fasse la numération formule sanguine une fois par an pour savoir si son état de santé en matière, parce que des fois on est apparemment en bonne santé, on est surpris par l'hémogramme, c'est-à-dire la numération formule sanguine, on retrouve des situations rapidement qui ne sont pas cliniquement décelées, mais qui sont biologiquement là, oui. Latents et qui s'installent progressivement. Donc ça permet aux médecins de voir rapidement s'il y a quelque chose qui s'annonce et de tenter à indiquer cela le plus tôt possible. D'accord. En dehors de ces adultes, est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent par exemple de maladies chroniques, qui sont vraiment des personnes vraiment exposées ceux qui sont à la gastrite, qui ont l'ulcère à permanence, qui des fois peuvent saigner dans le ventre progressivement sans se rendre compte. Pourquoi de temps en temps, avant de tirer, si vous avez des WC modernes, avant de tirer, regardez toujours ce que vous faites dedans avant de les éliminer. Parce que des fois, vous découvrez quelque chose qui vous surprend. Vous en parlez à votre agent de santé qualifié, à votre médecin, il pourra vous aider à mieux apprécier cela. Alors, donc les ulcéreux doivent faire attention, à part eux. Les déparasitaires aussi doivent vraiment faire attention et avoir leur médecin qui les connaît
depuis longtemps. Même si vous portez le trait S seulement, vous êtes AS, prenez l'habitude d'avoir quelqu'un qui vous connaît même bien. AS. Même si vous soyez bien suivi. Parce que le problème, c'est d'être bien suivi. Et surtout, si vous êtes AS. Parce qu'on se dit, c'est les SS qui ont des problèmes. Donc, moi, AS, je n'ai pas de souci à me faire. Bien sûr, mais si par moment, vous êtes normal, vous pouvez donner même le sang régulièrement, mais vous devez être suivi. On ne sait jamais, le taux d'hémoglobine S peut rapidement, à un moment donné, se mettre à dépasser le taux d'hémoglobine A pour créer le déséquilibre. Ça dépend de votre profession, ça dépend de votre situation, votre entourage, tout ça là. Il faut que vous soyez bien conseillé. Et surtout, si vous voulez être jeune, vous voulez marier, vous devez avoir les conseils prénuptiaux pour ne pas épouser un autre AS. Donc, il faut connaître son statut. Son statut, parce que vous êtes AS, épouser un autre AS, vous devez vous marier en toute connaissance de cause. Parce que vous avez un cas de chance de faire un enfant SS à chaque grossesse, un cas de chance de faire un enfant AA, mais 50% de faire des enfants AS, comme vous aussi. Et c'est seulement à ce moment-là, si vous êtes l'enfant que la femme porte, et c'est à ce moment-là que l'avortement est légalement autorisé. D'accord, on passe à une autre question. Quelle est la frange la plus touchée par l'anémie? Par l'anémie, je vous assure, c'est les enfants. Les enfants surtout, parce que, vous savez, chez nous, en matière de transfusion sanguine, pas de 75% les causes de demande de sang, des motifs de transfusion sont dus aux anémies. Et ça, c'est terrible. Et en dehors du paludisme, les anémies sont le deuxième motif de consultation et d'hospitalisation dans nos centres de santé. Donc vraiment, c'est un problème majeur de santé publique pour lesquels les médecins doivent se recycler, c'est-à-dire qu'ils doivent se cultiver, réapprendre, reprendre leur cours sur les anémies pour pouvoir les posséder, les reposséder afin de pouvoir adopter la conduite qu'il faut face à chaque anémie. Parce que si vous n'avez pas typé l'anémie, si vous n'avez pas classé l'anémie, vous ne pouvez pas traiter. Si vous faites traitement à l'aveugle, vous aggravez le cas de celui qui est anémié. Donc vous devez prendre la patience et ne pas brouiller le schéma d'anémie. Prendre la patience, faire le diagnostic, parce que c'est un signe. L'anémie est un signe dont il faut rechercher la cause. Donc nous avons intérêt à aller le plus loin possible pour ne pas créer encore le cafouillage sur un état anémique. D'accord. Il y a aussi pas mal de questions sur les symptômes qu'on a déjà abordées à l'entame de cette émission. Il y a cette question, laquelle la différence entre une personne qui a plus de globules blancs que la normale et une personne anémie. Ça semble être deux extrêmes. L'hyperleucocytose, c'est-à-dire plus de globules blancs, je vous ai dit qu'il y a 3 catégories de cellules qui figurent dans le sang. Les globules rouges, dont on parle aujourd'hui, dont les déficits d'aujourd'hui créent l'anémie. Mais quand on parle de globules blancs, c'est la neutropénie, c'est un autre problème, c'est une autre histoire. Parce que ça n'a rien à voir avec l'anémie. L'anémie, c'est globules rouges. Ça concerne globules rouges. Donc c'est un problème de sang quand même. C'est tout dans le sang. Ouais. Et c'est une autre catégorie de maladie. Et c'est encore plus grave que l'anémie. Il faut rechercher, qu'il faut savoir la cause, pourquoi il y a peu de globules blancs. Et si vous avez peu de globules blancs, vous ne pouvez pas vous défendre. Vous êtes fragilisé en matière de défense de votre organisme face aux agressions possibles dues aux virus, bactéries, parasites et autres antigènes qui rentrent dans votre organisme. C'est aussi le cas des plaquettes. Si vous êtes en déficit de plaquettes, vous faites une thrombopénie. Et thrombopénie, c'est encore une autre histoire qu'il faut gérer. On n'a pas bien entendu le nom. C'est quoi le nom de la thrombopénie? Thrombopénie, d'accord. C'est les plaquettes. Alors que, voilà comme ça. Donc, quand vous dites déficit en globules rouges, oui, anémie, déficit en hémoglobine ou globules rouges, anémie, ça veut dire ça occupe la ligne rouge. Anémie, quand on est au niveau de la ligne blanche, c'est-à-dire les globules blancs, oui, neutropénie, au niveau des plaquettes, thrombopénie. D'accord, voilà, donc on a essayé un peu de répondre aux questions sur notre page Facebook. On va évoluer dans cette émission avec d'autres questions, cette fois-ci sur certaines rumeurs. On ne sait pas si ce sont de vraies informations au sujet de l'anémie. Par exemple, la première, est-ce que le bissap ou certaines plantes, comme on dit dans notre langue, par exemple, il y a une tige qu'on appelle coco, est-ce que tout ça, ça pallie le problème? Vous savez, tout ce qui donne l'aspect rouge, on croit que ça fonctionne forcément du fait. Maintenant, la quantité que cela contient pour corriger les difficultés ou bien pour compenser ou pour éviter de tomber dedans,
le problème fondamental, c'est d'abord la nourriture, notre régime alimentaire. Il faut que nous prenions beaucoup de légumes, assez de poissons. Les petits poissons sont beaucoup plus riches en fer que quoi que ce soit. Donc c'est d'abord le problème de fond, c'est l'alimentation. Et l'alimentation vous amène du fer et des vitamines. Et si vous vous alimentez bien, que vous prenez des médicaments ou de l'alcool, ça vous créera encore le déficit. Donc bien s'alimenter. D'accord. Quels sont les aliments qu'il faut prioriser? Les légumes. Les légumes, les légumes, oui. Parce que si vous avez des enfants qui consomment beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, et qui apportent, qui prennent des choses riches en lipides et en glucides, les enfants évoluent et peuvent faire face à des difficultés, à des maladies qui rapidement dégradent leur état de santé. S'ils ont une réserve suffisante en fer, rapidement, avant que vous ne voyez l'anémie s'installer, vous allez rapidement en consultation aussi, parce que nous avons un défaut. Nous consultons tardivement. Et je vous prie, parce que c'est devenu une maladie nationale, aller en consultation tardive, en commençant par l'automédication. On adore s'auto-traiter. Et c'est un drame. C'est une tragédie qui amène des cas graves. Ce qu'on peut éviter, dépenser à peine 1000 francs, 2000 francs et régler son problème, on commence par perdre 2-3 jours à la maison à s'auto-traiter. Et c'est ça notre problème. On se croit plus intelligent alors que on aggrave notre propre cas. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs autour. Non, c'est le problème on a peur de dépenser. Et finalement, on dépense de façon importante après. On aurait dû 2 jours, 3 jours, une semaine avant aller vite, on dépensera moins. N'ayez pas peur. Les craintes ou les trucs comme quoi là, bon, je n'ai pas le temps ou ça va me faire dépenser inutilement, je peux moi-même. Vous ne pouvez pas vous-même vous traiter. Il y a des agents qui sont formés pour s'occuper de vous. Mais quand on va chez eux, et c'est tout de suite, et couchez-vous, et puis c'est une perfusion tout de suite. C'est ça qui coule, les centres de santé, là. C'est vrai, je reconnais que nous, les agents, aujourd'hui, nous avons tendance au lieu de voir les choses simples, de s'occuper simplement de ce qui amène, on cherche à maximiser les revenus. Ce n'est pas bien. C'est à condamner. C'est à condamner dans notre comportement thérapeutique. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Il est question, c'est parce que vous fréquentez moins les centres de santé que les gens ont tendance à s'occuper sur le peu de clients et à tirer le maximum d'eux. Si tout le monde fréquente, même si on est normal, fréquentation régulière des centres de santé, on aura assez de clientèle pour s'occuper le plus rapidement et le plus... Mais ce n'est pas une raison, pour que... Je vous assure, même si vous êtes apparemment en bonne santé, ayez l'habitude de voir votre agent de santé qualifié. Ça vous permet de pallier à des choses qui peuvent survenir subitement. C'est un conseil et ça vous évite de perdre de l'argent. Donc quand on sent une petite migraine tout de suite, on se rend... Même si le médecin ne vous laisse pas une ordonnance et qu'il a voulu parler, qu'il vous explique à fond ce que vous avez un problème, vous allez sortir guéri. Parce qu'il est bien là pour vous conseiller, pour vous orienter. Et ça vous permet d'éviter de connaître encore ces migraines qui peuvent vous amener progressivement à une hypertension artérielle que vous n'avez pas imaginé. D'accord, on revient donc à notre sujet, c'est les aliments à prioriser quand on veut on veut éviter d'être anémié. On a parlé des légumes. Et ceux qui ont tendance maintenant à dire, bon, je vais fuir les viandes, je vais fuir les trucs, ils se réfugient en tant que végétalien ou végétarien. Oui, végétarien. Oui. C'est pas bon. Il ne faut pas trop aussi exagérer. Quand vous commencez par trop être pointu, vous allez connaître encore les déficits en vitamine B12 ou autre, et que l'anémie de chez le végétalien. Donc il faut manger de la viande une fois en passant. Il faut trouver un juste milieu pour consommer le moins possible de viande, d'accord, parce que passé 40 ans, la viande rouge, il faut l'éviter, il faut consommer le moins possible, consommer des petits poissons, consommer la viande blanche en quantité pas importante, mais ça vous permet, parce que votre organisme en a besoin, éliminer d'emblée totalement, vous allez manquer des petites choses qui peuvent vous créer des ennuis. C'est pour cela que nous conseillons toujours aux gens à passer 40 ans de manger moins de viande rouge, mais de consommer un peu de viande blanche et d'aller avec beaucoup de légumes, beaucoup d'eau, beaucoup de fruits pour pouvoir se sentir bien et très bien. Et surtout, gérer bien l'alcoolisme parce que nous avons tendance à être alcoolique facilement. Et ça aussi, ça crée le déficit en acide folique, en vitamine. Donc il faut mettre une croix sur l'alcool? Non, c'est pas qu'il faut éliminer d'emblée l'alcool, mais c'est vous conseillez l'alcool? Parce que j'ai jamais entendu un docteur dire ça. Hein. Je vous dis par exemple, un bon repas avec un verre de vin le soir, c'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Il faut que nous soyons
honnête dans ce que nous disons. Un verre de vin dans une journée, c'est une très bonne chose. Mais prenez 2, 3 verres systématiquement, c'est ça qui est une mauvaise chose. Vous pouvez prendre 2, 3 bouteilles, 4 bouteilles de grandes bouteilles de 60 centilitres tous les jours. Ça fait une mauvaise chose. Mais prendre s'habiller une fois en passant, après un bon repas, le soir se coucher, c'est une très bonne chose. Le problème se trouve dans l'abus. Okay, donc on peut prendre un verre, de vin. Moi, je sais un verre ou 2 verres de billets après un bon repas le soir pour dormir, c'est une très bonne chose. Bah pourtant, les médecins déconseillent la bière. Ne vous demandent pas d'éliminer complètement la bière et le vin. Ils vous demandent de prendre ça en quantité modérée, de consommer avec modération. C'est tout. Donc, un verre de bière. Un verre de bière ou deux. Une bouteille de bière par jour, c'est ça? C'est déjà trop. Parce qu'à force de prendre c'est la bouteille, c'est en bouteille qu'on achète. Vous partagez la bouteille avec quelqu'un. Si vous êtes dans le coup, vous pouvez partager la bouteille, la grande bouteille, du billet, c'est une très bonne chose. Mais si on est seul, donc on prend peut-être la moitié de la bouteille et on laisse le reste. Oui, la petite bouteille de 30 centilitres, 33 centilitres, c'est encore mieux. D'accord, donc la petite bouteille. C'est bien. Le soir, c'est est-ce que ça digère, ça va permettre de digérer? Si vous faites ça à 19h par exemple, c'est une très bonne chose que d'attendre 21h, 22h avant de consommer. Vous savez, l'estomac aussi a besoin de temps de digestion avant que vous n'allez au lit à 22h, ce que nous conseillons. Mais si vous devez manger à 20h, 21h et vous allez au lit directement, c'est pas bon. Il faut manger un peu tôt, entre 19 et 20h, et avoir le temps de rester à digérer suffisamment pendant 2 heures de temps avant d'aller se coucher. C'est les choses les plus simples qu'on peut observer. Donc, le docteur Aaron se fait un peu plaisir à certaines personnes, comme Ulysse, qui sourit derrière la veuve vitrée. Le milieu du journaliste, n'exagérez pas. Je vous connais bien. D'accord, donc c'est un verre par jour. Il ne faut pas exagérer parce que l'excès en tout nuit. C'est connu et puis c'est une règle qu'il faut respecter. Voilà, on retient donc les aliments à consommer pour éviter autant que faire se peut l'anémie. On a les légumes, les fruits et un peu de viande, pas trop, un tout petit peu, et puis varier, attention, manger équilibré. Les enfants ont besoin beaucoup plus de viande des œufs que les adultes. Donc vous allez passer plus après 40 ans. Mais les enfants, vous devez leur donner qu'ils puissent compenser, trouver assez de protéines, trouver assez de lipides, assez de glucides. C'est le déficit, le déséquilibre entre protéines et glucides qui crée la sous-nutrition chez l'enfant, la malnutrition globalement, et quand ce n'est pas accompagné de légumes, de fruits, que les enfants se retrouvent en difficulté jusqu'à quand l'anémie, et quand un petit paludisme vient se greffer sur ça, l'enfant décompense vite et c'est la transfusion sanguine qui se retrouve interpellée. D'accord, donc il faut manger équilibré, c'est important, c'est ce qu'on retient donc de votre intervention, mais vous ne nous avez pas dit si le biceps règle un peu le problème ou pas? Je crains avec biceps parce que ça se consomme frais et avec les manipulations, tout ça là, ça occasionne la diffusion aussi de beaucoup de germes comme pour le salmonella typhique, la fièvre typhoïde facilement. Donc il faut que les gens le fassent dans les conditions de propreté, d'hygiène. J'ai dit ça, quand les parents laissent ça aux domestiques pour faire n'importe comment ce que nos enfants consomment, c'est dangereux. Donc, biceps, c'est bien, ça apporte ce biceps comme on le prend d'habitude avec du sucre. Faut pas trop exagérer parce que à force de consommer ça là, beaucoup de sucre, ça crée aussi les maux de ventre chez l'enfant qui en abuse. D'accord, donc du biceps, ça fait pas de mal à la santé. Et notre tige là? Vous savez, c'est des tiges qui préparées, donnent dans les éléments de confection de tisane, de différentes choses. Ça apporte un peu de fer, il faut le reconnaître, mais ce qui est important, c'est dans l'alimentation au quotidien que nous devons apporter la quantité de fer qu'il faut tous les jours que le bon Dieu fait. D'accord, voilà ce qu'il faut manger, ce qu'il faut éviter. Vous savez un peu plus ou moins tout sur ces aliments pour éviter l'anémie. Mais est-ce que l'anémie à elle seule peut tuer une personne? L'anémie tue. Si elle est décompensée, et si on ne connaît pas la cause de l'anémie, les gens ont tendance à dire qu'il est décédé à cause d'une anémie. Mais ce n'est pas l'anémie, c'est quelle est l'anémie, la cause de l'anémie qui a tué. Un cancer, ça peut donner l'anémie facilement. Un cancer, c'est donner l'anémie inflammatoire. C'est à cela que les transfusions massives des anémies inflammatoires, ça emporte encore plus vite. Parce que vous nourrissez
le cancer en bombardant la personne de transfusion sanguine, alors que vous devez arrêter d'abord l'inflammation. Dès que vous mettez fin à l'inflammation, à l'inflammation qui cause l'anémie, vous êtes sûr de régler le problème de l'anémie inflammatoire et d'apporter du sang maintenant pour compenser. Donc la gestion de la cause est déterminante dans la résolution du problème des anémies. D'accord, merci. Entre nous, oui. L'anémie, ce n'est pas le diagnostic. L'anémie, c'est la manifestation de la maladie, de la cause sous-jacente qu'il faut trouver obligatoirement après exploration de l'anémie. Donc, on le dit à l'école de médecine, oui. Toute anémie est à investiguer obligatoirement pour la meilleure prise en charge. Si vous passez à côté de l'investigation, si vous n'explorez pas bien toute anémie, vous ne trouvez pas la cause et vous ne pouvez pas faire une bonne prise en charge. Et là, vous avez fait une faute professionnelle. D'accord, et ça nous amène en même temps à poser la question de cet auditeur qui demande si on peut la traiter, l'anémie. Est-ce qu'on peut la traiter bien en tenant compte de sa cause. Voilà. Si vous ne connaissez pas la cause, il faut passer à côté du traitement. Donc, c'est selon la cause qu'on pourrait trouver le remède. Le traitement d'anémie, chaque anémie a une cause. Et ne prenez pas toutes les anémies comme la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Une anémie, c'est ce que vous voyez, la partie visible de l'iceberg. Il faut pouvoir aller en profondeur chercher quelle est la cause, quelle est la maladie qui est sous-jacente de cette anémie. Qu'est-ce qui s'exprime derrière l'anémie? Cette maladie-là, dès que vous diagnostiquez, vous trouvez le traitement qu'il faut, vous guérissez le malade et vous avez l'anémie qui disparaît. Voilà, donc il faut connaître la cause avant de s'attaquer au mal. C'est ce qu'on retient donc de la réponse que vous envoyez à cet auditeur. Et si vous voulez faire comme celui qui vient de nous envoyer ce message, vous n'avez qu'à nous joindre via le 65 00 24 24 via WhatsApp, bien sûr, ou appeler directement puisqu'il est déjà 15h39 et vous avez la latitude de composer le 21 33 84 19 ou le 65 0024 24 pour poser directement votre question à Dr François Arlonsou qui, je le rappelle, est notre invité. Il est spécialiste en immunologie, hématologie et transfusion sanguine et c'est la direction qu'on prend maintenant pour la dernière partie de cette émission, la transfusion sanguine, le centre donc au sein duquel il officie au centre national et hospitalier et universitaire, le CNHU Hubert Maga, et vous nous direz le centre national hospitalier et universitaire, voilà. Je suis de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, agence sous tutelle du ministère de la Santé. C'est vrai, on confond. Oui, vous avez votre. C'est une autonome, c'est une structure autonome. Autonome, mais elle est dans le CNHU. C'est construit au sein du CNHU. Je vais vous expliquer pourquoi cette confusion se fait facilement. Voilà, c'est la banque de sang la plus connue, c'est celle du CNHU. Oui. Et c'est là où on était tous au cours de nos formations et au cours de l'installation. Le centre départemental, l'antenne départementale de transfusion sanguine est à l'intérieur. Première rue, la rue des donneurs de sang qui est le centre départemental, l'antenne départementale Atlantique Littoral. Mais la référence aujourd'hui, le siège de l'antenne construite de l'agence, c'est au niveau de l'Étoile Rouge, l'immeuble à 3 étages qui est derrière la station Sonacom. C'est l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, agence sous tutelle du ministère de la Santé, et avec des démembrements dans tous les départements, une soixantaine de structures transfusionnelles dans tout le pays, que tout le monde appelle banque de sang, dans les hôpitaux de zone, dans les CHD, dans les centres de santé communaux un peu enclavés, en griffe, oui, qui sont un peu éloignés. Là, on a une structure qu'on appelle poste de transfusion sanguine confondue avec le laboratoire. C'est ça que nous gérons depuis le niveau national. Donc, quand on regarde tout le pays, les structures transfusionnelles, les banques de sang, les postes de transfusion sanguine, il y en a plus de 36, alors qu'il y a une douzaine de banques de sang associées. Vous voyez, poste de sang, banque de sang, chez nous, il y a une différence parce que la banque de sang ne peut pas prélever le sang chez un donneur de sang, mais le poste peut prélever le sang chez un donneur de sang en cas d'urgence, dans un milieu un peu éloigné. Donc c'est un peu plus sophistiqué. C'est un peu plus sophistiqué, c'est le centre départemental. Il y en a 6 dans tous les départements qui s'occupent de faire la collecte partout dans les entreprises, les établissements scolaires universitaires et de faire le traitement, le qualifier comme le dit chez nous, de traiter le sang et de dire ce sang-là est prêt, peut-être, est sûr à transfuser à quelqu'un
dans un hôpital sur toute l'étendue du territoire. Le sang n'a pas de frontières aussi. Ça peut sortir comme ça peut venir. Ça n'a pas de couleur non plus. Ça peut traiter tout, ça n'a pas de religion, d'ethnie, de race. C'est pour tout le monde. C'est pourquoi les gens s'offusquent que le sang du Bénin est ailleurs, d'ailleurs arrive au Bénin. C'est ça, le sang, ce liquide vital que nous avons tous en circulation. Donc nous devons faire un peu de don pour sauver l'autre que nous ignorons, mais qui est toujours là pour vous dire merci sans vous connaître. D'accord, le don de sang c'est très important, on ne le dira jamais assez, donc c'est une aubaine, une occasion donc d'inviter tout le monde à faire ce geste pour sauver des vies. Donc on peut se rendre à votre siège à l'Étoile Rouge là pour donner de son sang également. Le siège, c'est un siège administratif qui coordonne tout ce qui n'est pas dans tout le pays. La référence, je vous dis, l'antenne départementale Atlantique littorale au sein du CNHU avec sa banque de sang de référence qui est une structure. Donc il n'est pas possible d'aller se faire prélever du sang. On se fait prélever au CNHU tous les jours que le bon Dieu fait et notre équipe de collecte mobile prend des rendez-vous avec toutes les structures qui sont disposées à nous accueillir et nous venons vers vous aussi pour vous solliciter afin les jeunes, les personnes adultes de certain âge mûrs et comme les gens qui ont moins de 65 ans, c'est 18 à 65 ans, peuvent être toujours disponibles à nous offrir un peu de leur sang. Vous en avez 5 à 6 litres qui circulent, que vous éliminez au fur et à mesure quand le globule rouge vit 120 jours, ça s'élimine si vous ne donnez pas, alors que si vous donnez, vous faites un peu de vidange de votre corps et vous portez tout le mieux en état de donner de sang. Oui, on va recevoir cet auditeur-là. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous vous présenter? Moi, c'est qui c'est Luc. Luc? Oui. Votre nom de famille? Etissé. Etissé, d'accord. Votre préoccupation? Ma question est quand est-ce qu'on parle d'anémie périphérique et d'anémie centrale et quelles sont leurs conséquences? D'accord. C'est la seule préoccupation? Oui, c'est la seule préoccupation. Merci. Au revoir. Voilà, anémie périphérique et anémie centrale. C'est une forme de classification encore. Celui-là, il se connaît bien en disant parce que s'il ne s'y connaît pas, il ne faut pas parler d'anémie périphérique. Anémie périphérique, ça veut dire que au niveau des globules rouges, je disais au niveau des globules rouges qu'il y a eu destruction. Donc à ce niveau-là, l'anémie se constate, alors que l'anémie centrale, c'est déjà au niveau de la production au sein de la moelle qu'il y a des déficits de production, il y a des attaques de l'érythropoïèse, c'est-à-dire au niveau central, au niveau de la moelle, que la cause de cette pourquoi on met centrale. C'est pour déjà renvoyer vers le centre même de production, l'usine qui est touché. C'est peut-être cette anémie elle est causée au niveau central, alors que l'autre périphérique, ça peut être une hémolyse due quelque chose qui attaque les globules rouges dans la circulation. Donc on se retrouve toujours par rapport aux explications que vous avez données tout à l'heure. On se retrouve toujours. C'est une question de classification selon ce qu'on veut jouer. D'accord. Voilà, monsieur Etissé, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Docteur Alonso l'avait souligné au début de cette émission, les types d'anémie. Il faudrait, ça dépend de l'angle où on se met. Sinon, tout est déjà dit. Merci d'avoir appelé. Et là, on parlait du centre de transfusion sanguine. Vous nous parlez de votre siège à l'Étoile. L'agence départementale qui organise même prochainement une formation pour les agents de santé sur tout le territoire quelque part le 31er 2 pour permettre aux gens de posséder encore les pathologies et hématologies courantes, c'est-à-dire les anémies surtout, et pouvoir les maîtriser pour nous éviter, pour nous faire l'économie du sang. Parce que en se battant vers les hommes, les Béninois et Béninoises normaux pour donner le sang, il faut qu'on se batte en aval aussi pour ceux qui prescrivent, qui possèdent, afin de ne pas prescrire de façon abusive le sang. C'est-à-dire demander, alors que s'ils maîtrisent ces maladies qui demandent à être transfusées, ils vont moins exprimer la demande de sang et nous allons faire l'équilibre entre l'offre et la demande. C'est pour cela que nous insistons sur leur formation, sur les maladies qui amènent à ces maladies diagnostiquées tôt, font éviter d'être transfusées. Et nous, on réussira notre politique générale en matière de don de sang, de transfusion sanguine. On va réussir l'équilibre entre l'offre et la demande. La sécurité dans ce domaine. Voilà, c'est pourquoi nous insistons que les médecins, les agents de santé qualifiés soient bien formés pour l'utilisation rationnelle de nos produits sanguins. Comme ça, ça nous permet, parce qu'en leur faisant continue avec les formateurs venant du Sénégal, de l'Occident, pour nous accompagner ici, ça permet à nos agents sur le terrain d'avoir la maîtrise de la gestion. Parce que une fois en exercice au quotidien,
on oublie un peu. Donc, le besoin de recyclage étant indispensable, étant là, nous devons les accompagner pour la maîtrise, pour que nous, on voit les demandes beaucoup plus justifiées de sang, de poches de sang, pour pouvoir guérir nos malades. Mais parlons de formation, entre-temps sur cette même émission, des auditeurs ont appelé pour se plaindre de vos agents, de l'accueil, au-delà de ça, de l'organisation, parce qu'ils passent des heures à attendre. Ils viennent donner leur sang de manière gracieuse. C'est vrai, ça prend une heure de temps quand on est prêt à passer, puis on peut perdre, s'il y a du monde, ce que nous souhaitons toujours, parce que nous ne sommes pas nombreux à être agents, à aimer travailler dans le système transfusionnel. Je vous le dis, je vous l'avoue. On a peur du sang ou... Non, c'est pas qu'on a peur du sang, parce que vous savez, il faut adopter. Vous pouvez compter au bout des doigts le nombre de médecins spécialisés en transfusion sanguine dans le Bénin. Il y en a combien? Maintenant, moins de 10 pour tout le Bénin. Alors, vous voyez la trentaine, la cinquantaine de structures, alors que les hôpitaux ont besoin forcément de médecins transfusionnels. Le médecin hématologiste, il y a actuellement encore dans ce pays, il y en a un seul, professeur, directeur général de transfusion sanguine. Okay, le directeur, le docteur Alani. Médecin hématologiste, alors que le pays a besoin de moins un médecin hématologiste par centre hospitalier départemental, au moins un, pour faire face à ces problèmes liés. Alors que les anémies, déjà, ça occupe beaucoup de médecins généralistes. Donc, mais qu'est-ce qui explique ce déficit en personne? Il n'y a pas d'engouement pour aller se faire former en hématologie. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'engouement des jeunes médecins, des médecins, mais vous voyez beaucoup d'engouement dans d'autres spécialités. Mais vous ne voulez pas cet engouement-là aller vers l'hématologie. Il faudrait l'accompagner, il faudrait susciter cet engouement. Puisque ça, ça fait partie de la politique. Moi, je suis de faire toujours mon devoir, je suis toujours d'encourager beaucoup de médecins à devenir. J'en ai encouragé à devenir, qui sont déjà dans le système. Et je continue d'encourager à devenir. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand ils vous regardent vous-même, bon, votre carrière à vous-même, et c'est comme ça, vous motivez, vous intéressez les autres. Si on vous voit briller dans votre carrière d'une manière ou d'une autre, ça attire les autres à faire la spécialité, mais... D'accord, on comprend un peu ce que vous voulez dire. Maintenant, parlons de ce que vous faites pour l'anémie, le centre. Je vais parler de l'agence en général, en ce qui concerne donc la transfusion sanguine. Comment vous gérez ce sang? Parce que en dehors des plaintes pour l'organisation, vous avez sans doute entendu parler des plaintes par rapport à la gestion du sang, la distribution et toutes les rumeurs qu'il y a autour. Non, on va parler de cette rumeur au sujet du Kenessi, par exemple. Ça explique la peur que les gens ont d'abord pour voir le sang. Quand quelqu'un a des difficultés, toutes les femmes n'ont pas la facilité de regarder le sang, même un peu de sang par terre, ça fait détaler beaucoup de personnes. Et elle a peur de voir le sang couler. Oui, sur ce sujet-là, on aimerait avoir votre... Sincèrement, j'ai répondu tous les 3 ans, je réponds à cette question chaque année. Le phénomène Kenessi est apparu il y a 2-3 ans. Oui. Et je dis, moi je suis 7 ans, je dis net 7 ans, je connais bien le vaudou Kenessi, dont les gens parlent. Si vous signez le pacte avec quelque chose, ça fait votre problème. Si ça prend de poulet, de mouton, de cabré, de bœuf, ça fait votre problème. Mais si vous allez donner votre sang pour quelque chose qui va vous détruire, c'est votre problème. Docteur, vous allez nous permettre de prendre rapidement cet auditeur. Le sang humain que nous prélevons sur des poches est prélevé sur du sel. Et le vaudou ne prend pas du sel. À ce de vaudou, à conflacon de vaudou, du vaudou enroué. Oui, mais on peut prendre par d'autres chemins. Il y a des pistes quand même. Je vous dis... Parce que l'homme, il sait quand même s'adapter à toutes les situations. Je vous dis, la poche de sang, pour la conserver, pour conserver notre sang pendant 30 jours dans nos frigos, il faut mettre ça sur du sel. Et le sel, il y en a 20 ml dans nos poches. Lorsqu'on met le sang, ce sang-là n'est pas du tout adapté à un vaudou. Ils savent. Mais d'où vient cette rumeur alors? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est une campagne pour attirer d'autres jeunes dans le siècle. Et pour attirer, on leur dit non, vous n'avez pas de crainte si vous trouvez le sang quelque part. Alors que c'est ton propre sang que tu vas donner progressivement à ton vaudou. Et à force de faire le pacte de sang avec ton vaudou, le vaudou finira par te consommer toi-même et te tuer. Parce que tu finiras par se retrouver dans une fortune non méritée, et en prenant la fortune, tu finiras par oublier les principes, les règles du jeu, et quand tu oublies les principes, les règles du jeu, le diable te consomme et bouffe ton énergie. C'est ça la réalité. Je l'ai dit une fois, et on m'a attaqué dans ma banque, et puis on a volé mon argent. C'est pas grave, je suis vivant, je vais en avoir. Le rappel que j'ai eu,
Et je suis au tribunal, celui qui est allé, je l'ai arrêté, il est en prison aujourd'hui. C'est la vérité. Donc il n'y a pas un circuit comme ça. C'est pas possible. Chez vous? C'est pas possible. Je le dis encore, c'est pas possible. Le sang est destiné au receveur malade qui en a besoin pour être sauvé. On n'en a même pas suffisant. Nous sommes en cette année, en 2014, on est à 74 011 poches. 74 000 alors qu'on a besoin de 100 000 poches chaque année pour pouvoir faire. Alors qu'on a fait un bond en 2013, on était à 77 500. Donc, nous avons besoin de déficit jusqu'à 26 000 à combler cette année pour pouvoir atteindre les 100 000 pour satisfaire toutes les demandes exprimées pour sauver nos enfants qui consomment à 75% nos poches de sang. La pédiatrie est la structure qui consomme le plus de sang que quiconque. 65% de poches sont consommées par la pédiatrie. Les autres, à peine 35%. C'est les enfants là-bas. Les enfants, surtout les enfants de moins de 5 ans, de 1 à 5 ans. Pour un peu de 100 ml ou 200 ml de sang, un enfant meurt. Alors que nous en avons 5 litres, 5 000 litres, 5 000 millilitres, c'est-à-dire 5 litres à 6 litres en circulation et que nous éliminons régulièrement. Il faut se donner un peu seulement pour que ces enfants évitent la mort. Faites un tour. Pour ceux qui ne croient pas, faites un tour en période de pluie là dans le service de pédiatrie et vous allez vous rendre compte que vous devez faire quelque chose. Parce que rester indifférent à ça, c'est criminel. D'accord, on va vous donner encore l'occasion d'exhorter les Béninois à donner de leur sang pour ceux qui ne font pas encore le geste, puisqu'on est au terme de cette émission. Ça sera en même temps votre conclusion. Des avantages à donner le sang. Moi, je suis donné de sang. Et ça vous permet de bien vous porter sans vous rendre compte. Parce que en donnant régulièrement votre sang, vous permettez à votre moelle osseuse de régénérer, de fabriquer le plus rapidement possible encore d'autres globules rouges pour remplacer ce que vous venez donner. Vous faites une forme de petite vidange régulièrement. Et c'est comme ça, là, vous suivez les conseils nutritionnels et les conseils de santé que nous prodiguons, que vous allez trouver à bon escient pour mieux vous porter. Parce que si vous allez dans la crainte d'attraper une maladie, vous allez mieux être regardant dans ce que vous faites tous les jours. Vous allez mieux consommer, vous allez moins vous agiter avec le cesse. Parce que vous allez être plus responsable en étant donné de sang. Les infections saisonnières dont le sida, vous allez tout faire pour l'éviter, ainsi que les hépatites virales B et C et la syphilis. C'est des conditions sine qua non, c'est des avantages que vous avez en étant donné de sang. Vous êtes plus responsable. D'accord. Merci à vous, docteur François Orlonsou. Vous êtes spécialiste en immunologie, hématologie et transfusion sanguine. Vous étiez donc dans ce studio pour nous parler de l'anémie et vers la fin de cette émission de certains aspects qui ont trait donc au sang en général. Ce sera tout pour ce numéro de Focus Santé. Je vous remercie de nous avoir suivis et n'oubliez pas de faire un tour sur notre page Facebook Focus Santé sur Océan FM pour y déposer vos préoccupations, vos suggestions, tout ce dont vous voulez qu'on parle sur cette émission. On remercie Ulysse Tchetema qui a assuré la partie technique de cette émission et Semiat Yessoufou et surtout vous, on vous dit un grand merci, au revoir et à mardi prochain. Prenez soin de vous.